Bonjour à tous. Alors, nous allons tout d'abord parler du malthusianisme. Alors, qu'est-ce que c'est le malthusianisme? Alors, c'est une doctrine qui est élaborée par l'économiste Thomas Malthus. Il préconise une restriction de la natalité. Cela repose sur la théorie selon laquelle la population augmente plus rapidement que les ressources utiles à son alimentation. Alors maintenant, nous allons un peu parler de l'histoire du malthusianisme. Alors, en ce qui concerne l'histoire, sur cette image, vous pouvez voir Thomas Robert Malthus. C'est lui qui était à l'initiative du malthusianisme et que, enfin, les idées du malthusianisme viennent essentiellement de lui. Alors, en ce qui concerne l'histoire, Thomas Robert Malthus est né près de Wotton en Angleterre le 13 février 1766. Il est décédé le 29 décembre 1834 à l'âge de 68 ans. Malthus reste essentiellement célèbre pour son idée de l'imitation de l'accroissement de la population. Le malthusianisme est donc une attitude politico-économique qui prône le contrôle de la démographie afin de pouvoir maîtriser les ressources. Malthus a été canonisé en tant qu'économiste de l'école classique aux côtés d'Adam Smith et de David Ricardo. Sa doctrine ne fait pas confiance au développement libre de l'expansion de la population sur un territoire donné. Les États sont alors censés anticiper cela afin de prévenir une pénurie de ressources. Malthus reste également célèbre dans sa manière d'aborder l'économie, en raisonnant avec sa formation religieuse. Cette retenue quant aux autres économistes classiques l'a fait apparaître comme le procureur du keynésianisme. Alors maintenant, nous allons un peu parler de l'explication du malthusianisme. Alors, en ce qui concerne les explications, cet essai constitue la base de la pensée de Malthus. Il est son premier ouvrage et il contient les fondements de ce qu'on appelle le malthusianisme. L'essentiel de ses écrits suivants seront des reformulations et des approfondissements des thèses développées dans cet essai. La thèse de Malthus part du constat qu'il y a une asymétrie entre la croissance démographique et la croissance de production de ressources. La représentation mathématique de Malthus est simple. Alors que la population augmente de manière géométrique, l'exemple de Malthus est 1, 2, 4, 8, 16, etc. Les ressources n'augmentent que de façon arithmétique. L'exemple de Malthus est 1, 2, 3, 4, 5, etc. Plus les années passent, donc, et plus l'écart sera grand entre la démographie et le stock de ressources. Ainsi, s'il n'y a pas de guerre, d'épidémie ou d'autres événements pouvant réduire la population, il en résultera nécessairement une famine, qui pourrait durer jusqu'à ce que le niveau de population redescende en dessous des ressources disponibles. Malthus propose alors plusieurs manières d'empêcher la population de croître afin de réguler la population. Si aucun effort n'est fait pour une régulation, alors la catastrophe démographique est inévitable. Les ressources qu'il propose pour permettre de réguler quelque peu la population sont drastiques. En voici quelques exemples. Prélever un impôt sur les naissances, offrir des occupations aux couples sans enfants, ou, encore et surtout, arrêter toute aide sociale
aux nécessiteux. C'est ce type de règle, ainsi que toute autre politique de régulation démographique, qui constitue ce qui est appelé le malthusianisme. Le malthusianisme est en fait l'application de toute mesure censée répondre à la crainte formulée pour la première fois en 1798 par Malthus, de l'explosion démographique et de la difficulté à la gérer. Alors nous allons passer à la deuxième partie qui est comment concilier croissance et épuisement des ressources. Nous allons tout d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est que concilier. Alors, concilier, c'est rendre des choses compatibles, harmoniser, concilier ses besoins avec l'intérêt général. C'est-à-dire, dans ce qu'on parle maintenant ici, c'est de faire en sorte qu'il y ait un juste milieu, une harmonisation entre les ressources et le taux de population. Alors maintenant, nous allons parler de l'économie verte pour concilier croissance et ressources épuisables. Alors, 3 craintes circulent actuellement. Les dégradations insidieuses subies par l'environnement menacent la production alimentaire. La fin de matières premières au niveau mondial épuise les gisements de minerais et les limites à l'absorption d'émissions par l'environnement cause des dommages irréversibles et diminue les performances économiques. On part en pratique du fait qu'il faut ménager les ressources vitales, recycler par exemple les métaux et trouver des substituts aux énergies fossiles. Une économie verte dans laquelle des instruments efficaces en matière de coûts corrigent les défaillances du marché doit permettre une croissance respectueuse de l'environnement qui laisse aussi suffisamment de marge de manœuvre aux générations futures. L'aspiration de l'humanité à la croissance et à la prospérité s'accompagne d'une inquiétude profonde. La Terre possède une taille limitée, dont le genre humain doit s'accommoder. Cela peut se traduire par une réduction de la croissance économique, voire menacer la civilisation en cas de catastrophe déclenchée par le dépassement du seuil critique. Le pessimisme l'emporte si l'on extrapole l'avenir à partir de la situation actuelle. Avec sa croissance démographique et l'industrialisation des pays émergents, les maîtres mots sont émissions de gaz à effet de serre, perte de la biodiversité et hausse vertigineuse de la consommation de matières premières. Cependant, les prévisions pessimistes sur les limites de croissance comme celles de l'économiste anglais Thomas Robert Malthus ou du Club de Rome ne se sont pas réalisées à ce jour. Le progrès technologique a permis un développement continu du potentiel de croissance. Des problèmes environnementaux de pollution de l'air et des eaux ont ainsi peut-être circonscrit ces dernières décennies. De même, les prix de matières premières naturelles calculés en parité de pouvoir d'achat n'ont guère augmenté sur le long terme. Alors, maintenant nous allons parler des 3 lignes directrices. L'inquiétude générée par l'épuisement possible des ressources naturelles et les attentes vis-à-vis du progrès technique qui en résultent définissent le contexte dans lequel la politique doit définir le rôle de l'État. Dans quelle mesure doit-il intervenir? Quelles solutions faut-il attendre du progrès? Les 3 lignes directrices suivantes peuvent servir de guide. Alors, tout d'abord, ménager les ressources vitales. Ensuite, recycler les métaux et les matières premières. Et pour finir, trouver des substituts aux énergies fossiles.
Pour terminer, nous allons parler de renforcer les mécanismes du marché pour parvenir à l'objectif. La créativité humaine permet un progrès technologique constant sans lequel la croissance future ne serait pas envisageable en raison des limites que présentent les ressources naturelles. Les innovations dans le processus et les produits sont plus efficaces que les prescriptions de comportements impopulaires pour protéger les ressources vitales, pour instaurer des filières de recyclage et pour imposer des substituts. L'innovation continuera d'être la clé de la croissance économique. Des prix élevés conduisent à une utilisation parcimonieuse et stimulent l'innovation. Dans une situation où une multitude d'acteurs se côtoient, le mécanisme des prix, tel que l'économie de marché le conçoit, est un instrument de coordination économique et sociale le plus efficace. Lors d'une raréfaction, le marché est souvent à l'origine de hausses de prix qui favorisent la modération et l'innovation. Au revoir.